Bienvenue, vous écoutez Citoyens du Monde. À l'époque de la COP24, du vortex polaire et des grèves environnementales, le mot écologie est sur toutes les lèvres. Certains pensent que c'est la fin du monde, d'autres que c'est un nouveau départ. En tout cas, tout le monde est d'accord, il faut faire quelque chose. Et si les politiciens se cachent derrière les grands discours et les promesses, c'est aujourd'hui aux citoyens du monde de reprendre les choses en main. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. Vous avez peut-être déjà entendu le nom de Greta Thunberg. En ce cas, cette jeune Suédoise de 16 ans vous a sûrement touché avec ses discours. Elle défend la lutte contre le réchauffement climatique, comme elle l'a fait lors de la COP24 le 12 décembre 2018, mais également lors du Forum économique mondial le 23 janvier 2019. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. Vous parlez seulement d'une croissance économique verte et éternelle parce que vous avez trop peur de ne pas être populaire. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout, et pourtant vous volez leur futur juste devant leurs yeux. Ces phrases chocs, adressées aux plus grands dirigeants et politiciens internationaux, ont fait réagir les médias du monde entier. Greta est récemment devenue une icône du combat contre le réchauffement climatique. Son but ? Faire en sorte que les puissances mondiales prennent des mesures concrètes afin de limiter ce fléau. L'intérêt de Greta pour la question du climat commence très jeune. Selon The Guardian, c'est à l'âge de 8 ans qu'elle entend parler pour la première fois du changement climatique. Elle se demande alors pourquoi personne ne parle de ce problème majeur qui impacte notre présent comme notre futur. À l'école primaire, Greta accumule des connaissances sur le sujet dans tous les livres de sciences qu'elle trouve. Ses parents et elle adoptent un mode de vie plus sain. Ils ne mangent plus de viande, se déplacent à vélo ou en voiture électrique et n'utilisent pas l'avion. La famille a aussi son potager et s'est équipée de panneaux solaires. Son combat pour la planète s'est intensifié suite à la canicule de l'été dernier en Suède. Ce dérèglement climatique est la preuve qu'un changement doit s'opérer rapidement. C'est une situation d'urgence mondiale. Pourtant, les responsables politiques n'ont pas l'air de s'y intéresser. Adults keep saying, we owe it to the young people to give them hope. Les adultes n'arrêtent pas de dire « Nous devons aux jeunes générations de leur donner de l'espoir. But I don't want your hope. » Mais je ne veux pas de votre espoir. I don't want you to be hopeful. Je ne veux pas que vous soyez optimistes. I want you to panic. Je veux que vous paniquiez. I want you to feel the fear I feel every day. Je veux que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours. L'accord de Paris sur le climat, signé par 195 pays il y a 4 ans, n'est pas en bonne voie d'être appliqué. Rappelons que cet accord sur le climat engage les signataires à maintenir le réchauffement planétaire largement en dessous des 2 degrés. Pour provoquer une réaction, à la rentrée, Greta décide de ne plus aller en cours et de faire la grève de l'école pour le climat. Elle s'assoit alors au pied du Parlement suédois et distribue des tracts en espérant informer et faire réagir le plus grand nombre. Depuis les élections législatives de mi-septembre en Suède, la jeune fille est retournée à l'école, mais continue de manifester ainsi tous les vendredis. Greta invite les étudiants du monde entier à en faire de même. Some people say that we should be in school instead. But why should we be studying for a future that soon will be no more? Certains disent que nous devrions plutôt être à l'école. Mais pourquoi devrions-nous étudier pour un futur qui n'existera bientôt plus ? C'est ainsi que la grève de l'école prend une ampleur internationale. En Australie, en Europe et en Amérique du Nord, les mobilisations d'élèves se font de plus en plus nombreuses. Il y a 2 mois, de multiples marches pour le climat se sont déroulées dans tout le pays. Manifestations qui sont occultées par le mouvement des Gilets jaunes, très présent dans tous les médias. Cependant, les écoliers français sont très peu nombreux à avoir participé à cette grève. Sur les réseaux sociaux, les hashtags SchoolStrike for Climate
Fridays for Future et Youth for Climate soutiennent les événements des jeunes. Ces derniers appellent à une grève scolaire mondiale le 15 mars 2019. Quelques jours plus tard, c'est un autre collectif qui organisera une action concrète. L'affaire du siècle. Elle regroupe un collectif d'avocats, d'associations et surtout une pétition soutenue par plus de 2 millions de Français. L'objectif ? Assigner l'État français en justice devant le tribunal administratif de Paris pour inaction face au changement climatique. Alors, c'est maintenant à nous, citoyens du monde, de réparer les erreurs commises et d'agir pour la planète en vue d'un meilleur futur. Les discours de Greta Thunberg appellent à l'action et à l'implication personnelle. Mais que pouvons-nous faire concrètement à notre échelle de citoyens ? En France, la consommation moyenne d'énergie est d'environ 4200 kWh par an et par foyer, nous dit l'INSEE. Cette énergie est majoritairement fournie par le secteur nucléaire, qui représente 40% de la production électrique de la France, suivi de près par le pétrole à 29% et le gaz à 15%. Les énergies renouvelables, quant à elles, ne représentent qu'un petit 10% de la consommation française. Tous ces chiffres sont connus du grand public, tout comme nous savons que les secteurs les plus voraces sont le transport et le résidentiel. Mais ce qui est moins connu, c'est la consommation d'énergie d'Internet. Certes, tout le monde sait qu'il s'agit d'un secteur très demandeur et en expansion. Mais les chiffres restent flous, et Internet n'est pas sous la responsabilité d'un pays particulier. Mais justement, si Internet était un pays, il serait le 3e plus gros consommateur mondial, derrière la Chine et les États-Unis. D'après le chercheur Gerhard Feldweiss, Internet représente 10 à 15% de la consommation d'électricité mondiale, c'est-à-dire 1500 TWh par an, autrement dit l'équivalent de 100 centrales nucléaires. En comparaison, la France possède un total de 58 réacteurs. Cette consommation double tous les 4 ans. D'après Feldweiss, d'ici 2030, le web pourrait consommer autant que tout l'ensemble de la consommation mondiale en 2008, tous secteurs confondus. Et côté pollution, Internet émet 1,5 fois plus de CO2 que le transport aérien. Mais alors, qu'est-ce qui demande autant d'énergie ? En grande majorité, ce sont les data centers. Ce qu'on imagine comme des données intangibles et virtuelles sur le cloud sont en fait des millions d'hectares de serveurs qui sont allumés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chacun d'entre eux requiert autant d'énergie qu'une ville européenne de 30 000 habitants. Mais la consommation d'énergie d'Internet est aussi composée de toutes les actions de ces milliards d'utilisateurs. L'envoi d'un email consomme 5 Wh et émet 20 grammes de CO2. Envoyer 20 emails par jour pendant 1 an pollue autant que de parcourir 1000 km en voiture. L'internaute moyen fait 2 à 3 recherches Google par jour, ce qui, en 1 an, équivaut à une émission de 10 kg de carbone. Et la grande gagnante des pratiques consommatrices d'énergie est le streaming. Un film classique de 720 pixels pèse environ 3 gigaoctets. Pour le faire parvenir des data centers à votre écran, il faut consommer 15,36 kWh, l'équivalent de 1000 ampoules basse consommation allumées pendant 1 heure. Face à ces chiffres monstrueux, il semble difficile de faire bouger les choses à notre échelle. Pourtant, en prenant de petites mesures pour réduire sa consommation personnelle, tout le monde peut aider à diminuer la consommation énergétique mondiale, et par la même occasion réduire sa facture d'électricité. Prendre les transports en commun ou le vélo plutôt que la voiture, acheter des fruits et légumes produits localement, toujours éteindre la lumière en sortant d'une pièce. Il existe encore des milliers d'autres habitudes que vous pouvez mettre en place pour réduire votre impact énergétique. À la maison, utilisez des ampoules LED plutôt que des ampoules à incandescence. Elles consomment 75% d'énergie en moins. Éteignez votre ordinateur plutôt que de le mettre en veille. Ce mode consomme encore beaucoup d'énergie pour rien. Ce conseil est valable aussi pour beaucoup d'autres appareils qu'on a tous tendance à oublier. Votre télé, votre micro-ondes, votre imprimante. Une télé en veille consomme jusqu'à 4 watts. Si elle n'est allumée qu'1 heure par jour, pour une consommation de 0,07 kWh,
Pendant les 23 heures restantes, elle consomme 0,09 kWh. En la débranchant pendant la journée, vous supprimez donc plus de 50% de sa consommation. Évitez d'imprimer si ce n'est pas strictement nécessaire. De nombreuses entreprises impriment leurs emails ou leurs mémos. C'est une pratique polluante et pourtant facile à éviter. Essayez aussi d'imprimer en recto verso dès que c'est possible, pour utiliser moins de papier. La planète et votre porte-monnaie vous en remercieront. Recyclez vos appareils électroniques. Plutôt que de finir dans une décharge, les produits toxiques seront éliminés par des installations spécialisées et les éléments réutilisables seront collectés pour éviter de gaspiller de la matière première. Si vous vous installez dans un nouveau logement, assurez-vous d'avoir une isolation sans faille. Le chauffage et la climatisation sont ce qui consomme le plus d'énergie dans une maison. Mais ils peuvent être contournés facilement en mettant en place une isolation efficace. Sur Internet, choisissez un navigateur consommant moins d'énergie. Google Chrome n'est pas la seule option disponible. Limitez le nombre de recherches et dès que possible, tapez directement l'adresse du site que vous voulez visiter. Cela demande à la fois moins de temps et moins d'énergie. Videz votre boîte mail de tous les emails lus. Ils libéreront de la place sur le cloud. Désabonnez-vous de toutes les newsletters inutiles et bloquez le spam pour limiter le trafic. Compressez toutes vos pièces jointes et lorsque c'est possible, remplacez-les par un lien hypertexte. Et dernièrement, limitez le nombre de destinataires. Mais la consommation d'électricité n'est pas le seul problème. La pollution, à la fois de l'air, du sol et des eaux, est également un enjeu majeur dans la protection de l'environnement. Et elle est présente au cœur de nos vies. Il y a de fortes chances pour que vous adoriez le chocolat, le sucre et le café. Mais en réalité, ces aliments sont des véritables catastrophes pour l'environnement. Leurs productions sont à l'origine de la déforestation, contribuent à l'érosion des sols et détruisent des habitats riches en vie animale. D'après vous, qu'est-ce qui pollue le plus dans l'industrie alimentaire ? La viande rouge. Bien parce que ça prend beaucoup, je sais pas vraiment, mais je pense que c'est parce que ça prend beaucoup de foin, beaucoup d'eau, nourrir un animal et ça prend 30 secondes pour le tuer. Puis en plus, on le gaspille par la suite souvent. Donc c'est pour ça que c'est pas bon de manger de la viande rouge. On essaie d'en manger le moins souvent possible. La viande industrielle n'est pas épargnée. Selon les RSE, elle représente la pire empreinte carbone possible et est extrêmement nocive pour l'environnement. L'élevage de bétail participe grandement à la production de gaz à effet de serre, demande des quantités démesurées en eau et en soja. Plante qui fait parler d'elle car elle est responsable de déforestation et de pollution chimique locale. Les solutions à adopter seraient dans un premier temps de réduire votre consommation de ces produits qui impactent grandement l'environnement. Puis finir par peut-être les supprimer complètement de votre quotidien. Avez-vous entendu parler du 7e continent ? Non, pas du tout. Oui, bien sûr, le plastique. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Faut limiter les déchets. Oui. Faut arrêter Ma fille les achète, suremballages Ma fille achète jamais d'eau en bouteille. en bouteille plastique. Jamais. En fait, parce que nous, on vient du Canada et mon copain et moi, on a apporté nos tasses réutilisables, mais ici, il y a plein d'endroits où Pour acheter du café. pour acheter du café, mais par exemple, chez McDonald's, on a voulu se prendre un café, mais ils ont refusé de nous le faire dans notre tasse. Alors qu'au Canada, même chez McDonald's, ils vont le mettre directement dans notre tasse pour éviter de Consommer du gaspiller le carton. Donc, on essaie d'en utiliser le moins possible. Avez-vous entendu parler du 7e continent ? En plein milieu de l'océan Pacifique se niche un amas de plastique d'1 600 000 km² qui ne cesse de grandir. Selon l'étude de l'organisation Ocean Cleanup publiée dans la revue Scientist Reports, il serait constitué de plus de 1800 milliards de déchets. Ce phénomène dérègle notre environnement et notre vie quotidienne. Il est donc urgent d'agir vite sur notre consommation. Toute cette masse de plastique mettra une éternité avant de disparaître, surtout si nous l'alimentons continuellement. Elle se désagrège très lentement et toute la biodiversité en pâtit. En effet, diverses espèces meurent en s'étouffant avec du plastique. Certaines en absorbent, puis elles finissent dans nos assiettes pour enfin nous contaminer. Essayez-vous de faire attention à votre consommation de plastique au quotidien ? Oui, j'essaye d'éviter d'acheter des suremballages, par exemple des fruits enveloppés de plastique ou de papier, j'évite quoi. Je préfère plus prendre du vrac éventuellement, prendre plus en plus de vrac quoi. Oui,
Parce que le plastique est polluant, qu'il y en a partout dans l'environnement, qu'on retrouve dans les estomacs des animaux marins, etc. Des mesures sont toutefois prises afin de réduire ce phénomène. L'Union européenne va, d'ici 2021, progressivement interdire les plastiques à usage unique, comme par exemple les pailles et les gobelets en plastique. Mais cela ne suffit pas. C'est à nous de faire attention lors de l'achat de produits alimentaires. Nous devons privilégier les produits à faible packaging ou utilisant des biomatériaux. Ici, nous vous parlons seulement de la pollution des océans, mais elle est également bien présente sur la terre ferme. Nous pouvons tous agir pour diminuer la quantité de déchets sur Terre. La bonne solution à adopter, lorsque vos villes ou villages vous le permettent, c'est d'aller acheter vos produits alimentaires à la source, dans les regroupements de petits producteurs locaux par exemple. Vous évitez ainsi des emballages inutiles dont les grandes surfaces abusent, et les nombreux transports qui polluent énormément. Et que dire des produits qui traversent le monde par avion ou bateau ? La proximité vous livre donc un regard plus juste sur les produits que vous achetez. Vous pouvez ainsi profiter de fruits et légumes de saison et voir d'où viennent vos produits. Vous pouvez y acheter des produits bio, ils sont meilleurs pour votre santé. Achetez-vous des produits bio ou locaux ? Oui, le plus souvent possible. À chaque fois qu'on achète. Une fois ou 2 jours, une fois tous les 2 jours, on croit que c'est mieux pour la santé, quoi. Pas de pesticides, pas de... Et pour l'environnement. Et pour l'environnement. Oui. Alors d'abord parce que je pense que c'est meilleur pour ma santé, pour celle de ma fille, parce que je pense qu'il vaut mieux privilégier le réseau local que passer par les grandes surfaces, les hypermarchés, etc. Oui, c'est de meilleure qualité, il n'y a pas de pesticides dessus. Et après j'achète pas que du bio parce que c'est un petit peu cher. 70% des Français consomment régulièrement des produits bio. Une très bonne chose, car selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, manger régulièrement des produits bio diminue de 25% les risques de développer des cancers. Les aliments bio sont donc à privilégier pour une bonne hygiène de vie. Les produits bio sont cultivés de manière saine, sans l'utilisation de pesticides. Selon l'étude Nutrinet de santé menée par le British Journal of Nutrition en février 2017, consommer régulièrement des aliments issus de l'agriculture biologique réduirait de 31% les risques d'obésité. Les produits bio ne sont pas tous bons pour la santé. Il faut quand même veiller à prendre quelques précautions. Notamment avec certains produits comme les chips, biscuits, pâtes à tartiner et autres plats cuisinés labellisés AB. Ils sont tous sauf diététiques car bien trop chargés en sucre et en graisse. Ils augmentent donc le risque lié au surpoids et peuvent déclencher du diabète. Mais n'oubliez pas que cela n'est pas juste lié au fait que ces produits soient bio. Les mêmes aliments non bio peuvent également provoquer ces mêmes risques. Attention, les produits bio, en plus d'être chers, sont moins rentables. En effet, les cultures sont plus sensibles aux maladies en raison de la non-utilisation d'engrais et pesticides chimiques. Les pertes sont d'autant plus fréquentes et il faut donc augmenter les surfaces à cultiver pour avoir un bon rendement. Mais cette absence de pesticides aide les sols à se renouveler et permet à la biodiversité de continuer d'exister. La consommation alimentaire est une nécessité. Il existe pourtant une autre industrie très polluante, où vous et moi sommes aussi acteurs. Les vêtements sont partie intégrante de notre identité sociale. Dis-moi ce que tu portes, je te dirai comment tu pollues. Saviez-vous que la mode est, après les hydrocarbures, l'industrie la plus polluante au monde ? Les impacts de cette industrie sur l'environnement se déclinent sur plusieurs niveaux, de la production textile jusqu'à la destruction du vêtement. Dès la culture des matières premières, l'élevage et l'extraction du pétrole pour obtenir les divers tissus, cette industrie pollue. Les vêtements en fibres synthétiques et de ce fait artificiels représentent la plus grande part du marché avec 58%. Et pourtant, ces fibres sont les plus nocives pour la planète et la santé. Elles sont non biodégradables et leur processus de production augmente l'effet de serre et détruit l'environnement. Ces fibres, une fois portées, peuvent provoquer diverses réactions, comme développer des allergies, voire engendrer la stérilité. Des problèmes de santé qui sont dus à l'utilisation entre autres de colorants, de composés organiques synthétiques comme le nonylphénol, de métaux lourds et même de la phthalate qui sont des perturbateurs endocriniens. Malheureusement, le coton, une plante fragile et gourmande en eau, est la culture la plus polluante au monde. Entre pesticides, produits défoliants et coton OGM, la fibre naturelle la plus utilisée n'est plus si naturelle que ça. La production de matière animale n'est pas en reste. Bien que la laine soit réutilisable, recyclable et biodégradable si elle n'a pas été teinte, il faut énormément de ressources naturelles pour prendre soin des animaux.
Le lavage de la laine et son traitement nécessitent énormément d'eau, 12 litres pour 1 kg de laine brute et plein de produits polluants qui sont difficilement filtrés. La pollution ne s'arrête pas là. Il y a 400 milliards de mètres carrés de tissus produits chaque année dans le monde et environ 60 milliards de mètres carrés perdus lors de la découpe de vêtements, selon le journal Le Monde. Nombre de chutes sont délaissées dans la décharge asiatique et ne seront ni utilisées ni recyclées. Pourquoi tant de tissus sont perdus lors de la conception des patrons ? Malgré les logiciels d'optimisation de patronage, les chutes persistent. La source du problème remonte à l'enseignement de techniques de patronage présentées comme inchangeables. Pourtant, il existe une alternative appelée Zero Waste Fashion Design ou en français, design de mode zéro gaspillage. Nous en discuterons dans quelques minutes avec Mylène Lorguillou, Zero Waste Fashion Designer et porteuse du projet Milan AVJC, avec qui nous parlerons plus en détail de cette philosophie design zéro déchet. Le vêtement pollue toute sa vie. Lorsque nous lavons nos vêtements fabriqués à partir de fibres synthétiques, des microfibres plastiques sont évacuées dans les eaux usées. Les stations d'épuration sont incapables de les filtrer et se retrouvent inévitablement dans nos cours d'eau. Comment pouvons-nous, à notre échelle, faire de meilleurs choix et soutenir la protection de l'environnement ? La première étape est de ne plus acheter des marques dites fast fashion, comme Zara, H&M ou Uniqlo. Ce sont des produits pas chers, de mauvaise qualité, polluants et encore moins éthiques. Il existe des applications mobiles comme Good On You qui permettent de connaître les marques alternatives. Good On You réunit les informations des marques existantes et les note selon leur choix et leur relation avec les employés de toute la chaîne de production, leur impact environnemental et l'utilisation de matières animales. L'acheteur sait d'où viennent les ressources et qui les fabrique. Il peut ainsi soutenir ses convictions en évitant le greenwashing, un procédé de marketing dont le but est de donner une image éco-responsable à une organisation ou marque. Privilégier la qualité à la quantité est le pilier fondamental pour stopper la surconsommation et ainsi réduire la pollution. Pourquoi ne pas acheter des vêtements de seconde main ? Déjà produits et souvent moins chers, ils peuvent facilement avoir une nouvelle vie. Il existe aussi de plus en plus de marques à développement durable, comme les marques françaises Veja ou Ekyog. Veja propose une gamme tendance de baskets véganes et éthiques. Ils n'utilisent pas de matière animale, mais principalement du coton biologique, des bouteilles en plastique recyclé, du caoutchouc sauvage et du CWL, une matière biodégradable fabriquée à partir de déchets de maïs issus de l'industrie alimentaire et de polyuréthane. Quant à la marque de prêt-à-porter éco-responsable et éthique Ekyog, elle sélectionne des fibres naturelles, biologiques ou recyclées en privilégiant les fibres à faible impact écologique. Leur coton biologique est certifié GOTS. Ekyog s'interdit d'utiliser toute substance toxique ou nocive lors de l'élaboration des modèles. S'habiller en prenant en compte des enjeux environnementaux est devenu beaucoup plus simple. Le choix des marques éco-responsables est vaste. Pourquoi ne pas aussi soutenir les designers zéro waste ? Nous rencontrons maintenant Mylène Lorguillou, Zero Waste Fashion Designer et porteuse du projet de recherche et développement Milan AVJC sur le Zero Waste Design. Entendez par là, design zéro gaspillage. Nous allons parler de Zero Waste, mais aussi pourquoi et comment il est appliqué dans le design de mode en particulier. Bonjour Mylène, vous êtes modéliste textile spécialisée en conception assistée par ordinateur. Un modéliste est chargé de créer les patrons d'un vêtement. C'est en novembre 2016 que vous avez lancé le projet de recherche Milan AVJC en Zero Waste Design. En quoi consiste le Zero Waste dans la mode ? Alors le Zero Waste Design, c'est une méthode de conception de patronage qui consiste de vêtements qui s'imbriquent parfaitement sur le tissu, c'est-à-dire qu'on crée des patrons comme des puzzles. Comment cette technique se place-t-elle par rapport aux méthodes habituelles de modélisme ? Déjà, dans la création textile, de manière conventionnelle, on a affaire à un process qui est ultra linéaire, c'est-à-dire qu'on a d'abord les stylistes qui dessinent un vêtement, ensuite ils transmettent leur dessin à un modéliste qui va ensuite modéliser le patron, et ensuite les modélistes vont transmettre leur patron à des optimisateurs de matière. Le problème, c'est que du coup, les gens collaborent très peu. Or, le Zero Waste Design, c'est plutôt une approche où on va faire collaborer tous ces gens, puisque des compétences de chaque profil sont nécessaires à l'élaboration d'un produit. C'est-à-dire que quand on crée un vêtement zéro déchet, on fait à la fois du design, on fait à la fois du modélisme, et à la fois on étudie aussi l'optimisation. Vous êtes fondatrice du groupe Facebook Zero Waste Fashion Design Initiative. Comment évolue l'intérêt de la communauté, public voire designer pour le Zero Waste ?
créé ce groupe dans le but d'être en lien avec les autres designers qui sont dans cette démarche dans d'autres pays, mais aussi pour permettre à tout un chacun qui s'intéresse au concept d'avoir des infos, d'être un peu informé sur les nouveaux projets zéro déchet, etc. L'idée, c'est vraiment, depuis 3 ans, le nombre de designers zéro déchet a quand même vachement augmenté. Il y a un intérêt qui est de plus en plus grandissant. Et aussi, je le vois par rapport à ma communauté sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de personnes qui achètent mes patrons, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à mes formations, à mes workshops, etc. Il y a de plus en plus d'intérêt, en tout cas, pour cette thématique. Pensez-vous que le zéro waste est compatible avec l'industrie de la mode à grande échelle ? Oui, c'est compatible. Pour autant, nécessite énormément de changements. Si on souhaite faire du zero waste design, il faut réorganiser les méthodes de travail, il faut réorganiser la manière dont les gens collaborent ensemble, et aussi il faut faire beaucoup de formations, parce que les designers, les modélistes qui sortent des écoles de mode ne sont pas du tout formés à réfléchir en mode zéro déchet. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous spécialiser dans la mode zéro waste ? Ça a été en 2014-2015. Je me suis lancée un peu au défi de tenir une année sans acheter un seul vêtement neuf, dans le but de boycotter un peu les enseignes avec lesquelles je travaillais au quotidien. Et du coup, le fait de fabriquer moi-même mes vêtements pendant une année, je me suis rendu compte que j'avais énormément de déchets qui restaient, énormément de chutes de tissus que je ne savais pas comment utiliser. Alors poser ça celle de l'industrie textile de masse, les chutes de tissus, c'est un désastre écologique, il faut faire quelque chose. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait des recherches, et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, il existait des solutions, notamment grâce au design. Quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs pour limiter leur impact sur l'environnement ? Il y a assez de vêtements qui sont déjà produits sur Terre. C'est pas la peine d'aller alimenter ce système de consommation de produits neufs, etc. On peut tout à fait aller en friperie, ensuite customiser, retoucher les vêtements. Voilà, donc c'est plutôt aller vers le seconde main. Merci Mylène Lorguillou pour votre temps. Vous pouvez retrouver son travail ainsi que les dates de ses workshops sur son Instagram milan-avjc et son site internet milanavjc.com. Les modes de vie du XXIe siècle sont tous, à un certain niveau, générateurs de pollution. C'est la triste vérité. La vie moderne n'a jamais autant mis en danger la planète. Mais il existe pourtant des dizaines d'alternatives que tout le monde à son échelle peut mettre en pratique dans sa vie de tous les jours. Nous oublions souvent que l'océan est fait de gouttes d'eau. Et si toutes nos actions combinées peuvent menacer l'environnement, elles peuvent aussi le sauver. En reprenant les choses en main, nous pouvons inverser le changement et avancer dans la bonne direction. C'était Citoyens du Monde sur Radio Musique. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. C'était Citoyens du Monde, épisode pilote. Réalisé par Élise Duguet, Zoé Guillemin, Amaury Camalet et Naomi Dessouliers. Avec les voix de Élise Duguet, Zoé Guillemin, Amaury Camalet, Naomi Dessouliers, Mylène Lorguillou en tant qu'invitée spéciale, passant anonyme au marché des Capucins de Bordeaux. Écriture, Élise Duguet, Zoé Guillemin, Amaury Camalet et Naomi Dessouliers. Musique, DJ Quads. Sound design, Élise Duguet, Zoé Guillemin, Amaury Camalet et Naomi Dessouliers, à partir de Universal Sound Bank. Montage, Élise Duguet, Zoé Guillemin, Amaury Camalet et Naomi Dessouliers, mais surtout Élise Duguet. Avec l'aide de Quentin Lecomte, Didier Beaujardin, Pascal Bonnard et Jacques Lapergue.